Bonjour à tous et bienvenue dans ce Swiss Bliss. Nous sommes le 25 mai 2024. On vient de terminer une semaine, j'ai envie de dire assez particulière parce que finalement on s'est concentré sur très peu de choses. On a discuté de beaucoup de choses, analysé beaucoup de chiffres. On attendait principalement les minutes, les PMIs et puis les chiffres de Nvidia bien sûr. Il est clair que les PMIs, on les attendait un petit peu moins, mais on s'est rendu compte que finalement c'était relativement important. Et puis l'un dans l'autre, on voit que chaque fois on a une résilience très forte sur les mauvaises nouvelles. Mais bon, voilà, on se pose beaucoup de questions, on fait beaucoup de projets, de projections, en disant oui, les taux vont baisser à telle date ou à telle date. Puis à la fin, on se rend compte que de toute façon, on vit plus ou moins au jour le jour pour les 12 prochaines heures et pas beaucoup plus que ça. Alors si on fait le point de la semaine, il faudra donc retenir tout d'abord qu'il y a eu beaucoup de banquiers centraux qui ont parlé. Beaucoup de banquiers centraux qui ont parlé pour dire que ils n'avaient pas assez de visibilité, ils savaient pas trop ce qu'il fallait faire, que pour l'instant ils ont besoin de plus d'informations afin de pouvoir prendre une vraie décision. Donc l'un dans l'autre, on a quand même un sentiment plutôt au quiche de la part des banquiers centraux. On a vu que certains chiffres économiques montraient que finalement on n'était pas tant en ralentissement que ça, donc du coup, les gens se disent, ouais, on va pas se précipiter pour baisser les taux. On se dit clairement, les taux vont rester probablement hauts pour longtemps. Bon, pas en Europe, mais aux États-Unis, oui. C'est le higher for longer qui reste vraiment dans la tête des banquiers centraux. Pour l'instant, nous, sur les marchés, on continue à s'obstiner en se disant que de toute façon, les taux vont baisser à un moment ou à un autre. Et d'ailleurs, le grand jeu du moment, c'est de faire des paris, c'est de prendre des paris sur dire, à tel moment, probablement que les taux vont quand même baisser. Alors, je vais pas vous refaire le sketch du début de l'année, hein. Bien sûr, oui, on attend 6 à 8 baisses de taux et la première aura lieu en mars. Bon, voilà, on est en mai et puis pour l'instant, toujours rien. Et puis, a priori, on n'en sait pas plus, hein. On est passé de juin à septembre, à juin de nouveau septembre, puis décembre, et puis on revient en septembre. Ce qui est assez phénoménal, c'est que finalement, aujourd'hui, vous avez des centaines et des centaines d'analystes, d'économistes qui observent les marchés et les données économiques dans tous les sens. Et à chaque fois qu'il y a un nouveau chiffre qui sort, on a l'impression que c'est ce chiffre-là qui sera la clé, le déterminant pour la suite des événements. Et donc, tout le monde se dit, là, cette fois, c'est bon, on va savoir. Et donc, par rapport à ce chiffre, ce CPI, ce non-farm payrolls, on se dit, là, maintenant, on va savoir quand c'est qu'ils vont baisser les taux. Alors, rien que sur cette semaine-là qui vient de s'écouler, au début de la semaine, tout le monde pariait sur une baisse de taux en septembre, une autre en décembre, et les plus optimistes parlaient d'une troisième en novembre. Ensuite, on est venu sur une baisse en septembre et une en décembre, et puis là, finalement, sur la fin de la semaine, on a supprimé celle en décembre, et on parle de celle de novembre et celle de décembre. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est qu'on n'en sait foutrement rien, ni moi, ni vous, ni les analystes, ni les économistes, et encore moins la Fed. Tout le monde est en train de faire des paris en fonction du nouveau chiffre à la mode qui sort. Donc forcément, ça pose des gros doutes, des grosses interrogations, et à chaque fois on se dit « Ah, c'est bon, cette fois on sait !» Et la semaine d'après, il y aura autre chose, puis on dit « Ah ouais, non, finalement, c'est pas tout à fait ça. » Bref, on n'en sait foutrement rien. Ce qu'il faut quand même retenir cette semaine, c'est qu'il y a pas mal... il y a eu en tout cas le CEO de Goldman Sachs qui a dit que les taux ne baisseraient pas cette année. On sait que le CEO de JP Morgan est plutôt d'accord avec cette théorie, mais lui, il est plutôt dans le sens catastrophiste avec un hard landing à venir et puis potentiellement une stagflation derrière. Alors voilà, pour l'instant, de ce côté-là, c'est un petit peu la galère. C'est pas une grosse surprise, mais on essaie toujours de sortir des réponses à nos questions. Et puis, ce qui est assez incroyable, et ça, je le martèle très fort, c'est que on cherche des réponses à nos questions. On a l'impression que tout d'un coup, on vient avec une réponse. Puis, en fonction du prochain facteur, on va encore changer d'avis. J'ai cherché. Il n'y a pas de statistiques qui montrent combien de fois on s'est trompé, combien de fois on a corrigé nos expectations, nos attentes sur la baisse de taux, et combien de fois on a changé de date sur la baisse de taux. Mais en gros, c'est un immense bordel. Et puis, pour parler français, juste personne n'a aucune idée de ce qui va se passer sur les taux. On a plus ou moins une estimation, mais c'est même pas sûr, parce qu'autant vous dire que pour l'instant, l'estimation de baisse des taux, on va dire novembre une fois, peut-être décembre, donc 2 baisses de taux dans le meilleur des cas. Il suffit que le CPI ou le PCE repartent à la hausse le mois prochain, et puis que le marché de l'emploi soit trop fort, et puis là on repart dans une autre discussion, où jamais ils baisseront les taux en 2024, et puis alors en revanche, tout d'un coup on a un gros trou sur le CPI, tout le monde va arriver et puis dire, ah bah alors là, c'est bon, ils vont couper en juin, en septembre, en octobre, en novembre. Bref, on n'en sait rien, et c'est assez pathétique de voir qu'à chaque fois on refait des grandes théories pour ne pas avancer
beaucoup plus. Pour le reste de cette semaine, eh bien, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter. Si vous avez suivi les Morning Bulls durant toute la semaine, bien vous avez vu, on en a largement parlé. Alors on peut faire très brièvement, les minutes du FOMC meeting étaient plutôt au quiche. On voit que globalement les membres de la Fed sont plutôt enclins à ne rien faire pour l'instant parce qu'ils ont besoin de plus d'informations, et pour ce qu'ils ont aujourd'hui, eh bien ils se disent que ce sera compliqué de baisser les taux dans l'immédiat. Le problème c'est que quand on parle de ce qu'ils ont aujourd'hui, c'était le rapport de nouveau qui a été fait de la Fed du 1er mai. Donc ce qui veut dire qu'entre deux il y a eu plein de chiffres et que ces chiffres-là donnent pas forcément la même photo que donne le meeting de la Fed. Résultat, et les minutes du FOMC meeting que dalle, mais peu importe, on les a quand même regardés en disant « Oh, la Fed, ils donnent l'impression qu'ils n'arriveront pas facilement à baisser les taux. » Mais ça ne veut strictement rien dire. Ensuite, on a eu Nvidia, bien sûr. Alors là, je reviens pas sur Nvidia. Je vous renvoie au Morning Bull de jeudi matin, où on a fait le point sur les résultats qui étaient miraculeux, pratiquement. Il y a des rumeurs comme quoi potentiellement le pape pourrait canoniser le CEO de Nvidia tellement c'est formidable et c'est génial. Donc les chiffres sont fantastiques. Nvidia a plus ou moins sauvé le marché jeudi quand on a vu que les chiffres du PMI américain étaient quand même vachement forts. Hein. Donc du coup on se dit ah ben alors l'économie est super strong, mais comment est-ce qu'on veut baisser les taux dans une économie aussi forte? Ça pose problème. Les marchés ont un petit peu tanké et puis résultat derrière, eh bien Nvidia a sauvé tout le monde puisque le titre cartonne encore et encore et encore. On n'arrête pas les superlatifs. Donc voilà, l'un dans l'autre, on termine une semaine avec d'un côté une action qui est l'action du moment, l'action championne du monde, l'action qui fait tout juste. C'est un peu le Novak Djokovic de la finance pour l'instant. Ils ne font aucune erreur et ça soutient le marché parce que tout le monde est positif sur l'intelligence artificielle, tout le monde est positif sur la technologie. Donc ça nous soutient. Le reste, il n'y a pas que des bonnes nouvelles au niveau des sociétés et on voit surtout au niveau de la macro que finalement l'économie reste forte. Alors c'est bien une économie forte, évidemment. Ce qu'il faudrait surtout, c'est qu'à un moment donné, elles affaiblissent un tout petit peu pour qu'on puisse avoir enfin, peut-être un jour, une baisse des taux. Autrement, il n'y a pas grand-chose d'autre à rajouter sur la semaine. On retiendra qu'en Europe, la semaine était raccourcie, bien évidemment, puisqu'on avait le week-end de Pentecôte. Et on retiendra que la semaine prochaine sera raccourcie aux États-Unis, puisque lundi, c'est Memorial Day, et donc les marchés sont fermés. La semaine aux États-Unis commencera mardi, qui veut dire que la semaine en Europe commencera lundi pour nous, mais autant vous dire que quand les Américains sont pas là, c'est plus ou moins les vacances, et c'est super calme. On a l'impression qu'ils se donnent un petit peu le mot pour ne pas sortir de nouvelles très très importantes durant ce genre de période. Bref, tout ça pour vous dire que là, on a eu une semaine qui était fantastique, merci Nvidia, et qui était un peu moins fantastique à cause des chiffres économiques, et encore un peu moins fantastique par rapport au taux d'intérêt, puisqu'aujourd'hui, le résumé de tout ça, c'est qu'on n'en sait toujours pas plus qu'hier, on n'en saura toujours pas plus la semaine prochaine, et on va continuer à spéculer pour savoir si on baissera les taux en septembre, en octobre, en novembre, ou alors en décembre, ou alors pas du tout. Mais ça nous laisse du choix, et ça nous laisse l'occasion aussi de publier des vidéos, des rapports écrits pour expliquer pourquoi on pense qu'éventuellement on baissera les taux au mois de septembre, et puis le changer le lendemain pour dire pourquoi éventuellement on pense que ça ne baissera pas au mois de septembre, mais plutôt au mois de novembre, avant d'infirmer ce rapport 4 jours plus tard pour revenir à la théorie du mois de septembre. Les performances de la semaine sur les indices principaux, donc le leader de la semaine, le Philadelphia Semiconductor Index qui termine la semaine en hausse de 4,77%. Alors, je pourrais vous poser la question, savez-vous pourquoi le Philadelphia Semiconductor Index a terminé la semaine en hausse de 4,77%? Et vous me répondriez, oui, parce que Nvidia, c'est la meilleure action du monde et tout est formidable du côté de l'intelligence artificielle. Voilà, même théorie sur le Nasdaq. Le S&P 500 se sauve les fesses et termine quand même en hausse de 0,03% sur la semaine, c'est de la folie. Par contre, voilà, le reste en Europe, c'est tout un petit peu plus rouge. On a senti qu'en Europe, on était un petit peu moins à l'aise ces derniers jours parce que on a certains chiffres économiques qui laissent supposer que ce ne sera pas aussi facile que ça de baisser les taux. Alors oui, baisser les taux, oui, la BCE devrait baisser les taux le mois prochain, au mois de juin. Par contre, il est moins clair et moins évident qu'elle puisse baisser les taux sur une durée régulière. Nous, on attendait plutôt un truc en juin, encore un truc en septembre, encore un truc en novembre. Et là, pour l'instant, la BCE nous laisse penser quand même qu'elle va faire une chose après l'autre. Et c'est pour ça que pour l'instant, on a l'impression que les marchés sont un tout petit peu fatigués en Europe. Il faut dire que jusqu'à maintenant, ils se sont tellement bien comportés que là, ils ont un peu de peine. Et on le verra sur le SMI, on est quand même un petit peu topiche en termes de performance. Le pétrole
est en baisse aussi, hein, vous le voyez, donc moins 2,82% sur la semaine. Techniquement, c'est pas terrible. Ce qu'il faut retenir sur le baril, c'est évidemment que les Américains ont annoncé la libération d'1 million de barils pour mettre la pression sur le prix du baril afin que l'essence soit moins chère cet été aux États-Unis. Bon, il faut quand même noter que je crois que la consommation américaine est 19 millions de barils, donc l'un dans l'autre, ça change pas grand-chose. Résultat, néanmoins, sur le baril, ça a eu son petit effet. Et puis là aussi, j'ai envie de dire petite surprise, parce qu'il est vrai qu'en ce début de semaine dernière, enfin celle qui vient de s'achever, eh bien on avait quand même ce côté un peu de crainte, puisque le président iranien est mort et qu'on aurait pu supposer qu'il n'y ait peut-être pas qu'un accident d'hélicoptère derrière tout ça, mais finalement les rumeurs se sont vite tues. Et même si quelqu'un a réussi à faire sortir un prank sur Internet où ils ont réussi à faire dire à des journalistes que le pilote de l'hélicoptère iranien était un agent du Mossad qui s'appelait Hélicoptère. Sur les titres du SMI, Logitech qui termine en hausse de 7,18%, ABB plus 3,9% derrière. Et puis de l'autre côté, eh bien, on a Nestlé qui termine en baisse de 4,35%, Roche qui recule de 2,83% et Lonza qui perd 2,23%. Il n'y a rien eu de transcendantal sur le marché suisse la semaine dernière, ce qui fait que l'un dans l'autre, eh bien, on n'a pas fait grand-chose. Il y a eu 2-3 corrections sur certains titres. Roche était beaucoup monté, ça corrige. Nestlé a rebondi, ça corrige également. Et puis ABB, Logitech, il y a pas mal d'intérêt parce que intelligence artificielle, robotique, enfin bref. Et puis Alcon a été upgradé par l'UBS qui justifie sa performance sur la semaine. On attaque avec la performance, enfin le technique du SMI plutôt. Alors pas grand chose à dire cette semaine sur l'indice SMI. Vous voyez, alors première chose que finalement on avait nos indices RSI qui étaient un petit peu topish ici. La même chose qu'on a vu dans le haut du canal. Résultat, eh bien on a été tapé le haut du canal et on revient. Donc la suite des événements, bah, pour l'instant, ce serait assez logique qu'on puisse retourner de nouveau sur les 11 600. Donc, ça laisserait supposer une semaine pas très, très positive. Mais pour l'instant, il faudra trouver un peu plus de justification pour réussir à casser à la hausse sur le SMI. On a vu effectivement que les marchés américains avaient terminé relativement mieux que le reste. Mais il va falloir encore avoir un peu de dynamisme là-dessus. Mais comme on a quand même quelque part l'impression qu'il n'y a que Nvidia qui tient le marché, eh bien, il peut y avoir quelques doutes de ce côté-là, donc à surveiller. Donc voilà, c'est un graphique assez classique. Vous voyez que si on va chercher la tendance de fond par rapport au top qu'on a fait au mois de mars, si j'arrive à tirer un truc, voilà, eh bien, on revient plus ou moins sur les 11 800 qui fera office de support. Donc, première étape, 11 800, et si on casse les 11 800, on va aller chercher les 11 570 sur le SMI. Le DAX, ne veut pas baisser, hein. Alors c'est assez frappant, surtout c'est le candlestick qu'on a en toute fin de semaine, ici, vous voyez ce retournement, on a essayé de baisser, mais quand ça veut pas, donc le DAX a l'air un petit peu topiche, et semble vouloir, surtout, ou plutôt ne pas vouloir baisser. Alors c'est vrai que le DAX a toujours été très impressionnant ces derniers mois. On a un support et résistance ici au niveau du 2 avril, au niveau des 18 540, et vous voyez qu'on est venu se poser pile poil sur cet ancien top qu'on a fait ici, qui est devenu maintenant un nouveau support, et on a rebondi derrière. Alors vous voyez que pour l'instant le DAX tient relativement bien le niveau des 18 600, on ne veut pas aller beaucoup plus bas, mais il faudra trouver le carburant. Alors le DAX est un habitué de ce genre de configuration où je fous plus rien pendant 2 semaines et puis tout d'un coup j'accélère, vous le voyez. Ici, on a un plat pendant quasiment 3 semaines. Ici, on a une espèce de zone où on ne sait pas trop quoi faire. Et là, on est en train de refaire plus ou moins la même chose. Donc, consolidation à haute altitude qui laisserait supposer que tant qu'on est dans cette espèce d'immense biseau qu'on a sur le graphique ici, on peut encore se balader un bon moment jusqu'à qu'on arrive à prolonger ces biseaux. C'est un peu tiré par les cheveux, mais vous voyez que l'un dans l'autre, cette espèce de canal ascendant se resserre. Et à un moment donné, dans ce genre de biseau qui monte, il va y avoir une sortie. La question, c'est à quel moment la sortie se fera. Mais la seule chose qu'on est sûr, c'est que la sortie se fera violemment à la baisse un jour. Mais quand, ça reste à déterminer. Le CAC 40. Alors, vous voyez, le CAC 40, on parlait la semaine dernière de ce double top potentiel. Ben là, pour l'instant, on est en train de le faire.
On est revenu sur le bas du canal ascendant, ce qui nous a sauvé sur la moyenne mobile des 50 jours ici, et en plus le bas du canal. Il faut qu'on tienne absolument ces niveaux, donc ça nous met à plus ou moins quoi. Là, on doit tenir absolument les 8057, enfin les 8050 sur la moyenne mobile des 50 jours qui correspond à ce bas du canal. Si on ne les tient pas, le prochain stop, eh bien, ce sera clairement cet effet double top qui nous ramènera sur les 7900 sur le CAC 40. Après, on pourra reparler de la suite des événements. Mais pour l'instant, on sent aussi qu'à l'intérieur du CAC, on cherche un peu les catalystes qui potentiellement pourraient nous tirer un peu plus haut. Mais on sent aussi que là, c'est un petit peu moins dynamique. Dans les semaines qui viennent, on va beaucoup parler de baisse des taux en Europe, donc ceci expliquant peut-être cela. Le S&P 500, alors plus haut de tous les temps la semaine dernière, hésitation jeudi à cause des chiffres du PMI, et puis renversement de tendance vendredi, parce que finalement, l'intelligence artificielle, c'est trop cool, la techno, c'est génial, Nvidia, c'est les meilleurs, et résultat, le S&P 500 termine à 5303. La semaine, c'est pas le plus haut de tous les temps, c'est pas la plus haute clôture, on n'en est pas très loin. Enfin voilà, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à déterminer. Là, il n'y a pas vraiment de résistance parce que le marché est relativement solide pour le moment. Il va falloir voir comment on se comporte. Si on reste dans une consolidation à ces niveaux-là pendant quelques jours, on peut espérer que ça consolide et qu'on reparte de nouveau pour une nouvelle vague. Il faut aussi noter que cette semaine, il y a eu beaucoup d'upgrades sur les chiffres, les targets des analystes, hein, puisqu'on a eu pas mal de gens qui ont tourné la veste. Aux États-Unis, on a un perma-bear de chez Morgan Stanley qui a tourné la veste et qui a mis un target à 5400, c'est la porte à côté. Et en revanche, de l'autre côté, on a toujours le stratégiste Kolanovic et chez JP Morgan qui est toujours méga bearish puisqu'il a un target à 4002 pour la fin de l'année. Mais voilà, le S&P 500 pour l'instant est toujours dans son canal, pardon, c'est pas le bon truc, voilà, dans son canal ascendant ici. On a donc une sacrée marge de volatilité parce qu'on a 500 points en bas et potentiellement quasiment 300 points en haut. Donc on a de quoi bouger, mais pour l'instant, on a fini la période des résultats. On a la grosse période économique est passée, on a encore le PCE qui va arriver ces prochains jours, puis après on parlera des non-farm payroll, et puis on se refait un cycle mensuel comme d'habitude. Ce sera bien évidemment le déterminant pour la suite. Le Dow Jones qui a tapé les 40 000 et qui s'est pris une baffe derrière, merci Boeing, qui a encore des problèmes de cash flow. Donc résultat, donc on a fait un double top plus ou moins sur les puristes vous diront oui, non, c'est pas vraiment la même chose. Mais bon, on a tapé ce niveau-là, on a un double top. Et puis, on est revenu donc, en direction de la moyenne des 50 jours. Si c'est un double top, on doit encore revenir à un bon bout plus bas sur le Dow Jones. Mais évidemment, c'est un petit peu structure différente du reste, puisque cette semaine a quand même été marquée par la performance des indices technologiques. Indice technologique qui termine plus ou moins, qui termine au plus haut de tous les temps sur le Nasdaq. Merci Nvidia. Qui nous permet d'être à ces niveaux-là. Donc vous voyez, le Nasdaq, pour l'instant, on n'a plus vraiment de résistance et continue son ascension. Attention quand même sur le fait qu'on est très haut sur les RSI. Et puis le SOX. Alors le SOX, vous voyez, là, depuis quelques semaines, je vous montrais cette série de flèches. Là, je crois qu'on peut les virer parce que de toute façon, la tendance baissière, elle a littéralement implosé. Merci Nvidia. Et le SOX termine, eh bien, vous le voyez, au plus haut de tous les temps, grâce à la publication des chiffres de Nvidia, entre autres. Donc finalement, c'est encore un immense succès du secteur des semi-conducteurs grâce à l'intelligence artificielle. Je vous montre pour la bonne bouche le graphique de Nvidia. Voilà, ça ne baisse plus, c'est officiel. Interdit de vente. De toute manière, Nvidia, ça va plus haut que Microsoft, plus haut qu'Apple en termes de capitalisation boursière. Ça représente la totalité du DAX. Tout va bien du côté de l'IA. Petit détour par le pétrole. Alors vous voyez, le pétrole, eh bien lui, il a tout pété. On croyait, j'ai cru aussi, qu'on avait un début de croisement de moyenne mobile de 50 et 200 pour faire une Golden Cross. Eh ben, on est en train de refaire le mouvement inverse et on repart dans l'autre sens. Alors c'est clair qu'on a vu clairement aussi dans la déclaration de monsieur Biden que on est quand même dans une situation où potentiellement, eh bien, les États-Unis vont tout faire pour garder le pétrole bas pour des raisons électorales, hein, possible. Donc, pour l'instant, ça va être compliqué de le voir remonter, à moins qu'il y ait de nouveau quelque chose de délirant. Mais du côté du Middle East, mais ça a l'air extrêmement calme, on a l'air relativement confiant
pour le moment, sachant que tout peut tourner très très rapidement. Alors, comme vous le voyez, l'or est en train gentiment de se prendre une mandale. Donc là, on a été chercher les plus hauts de nouveau. La question, c'est est-ce qu'on va réussir à tenir notre support, à 2280. Sinon, eh bien, ça risque d'être un peu délicat. Mais on voit qu'il y a pas mal de gens qui s'en débarrassent à très court terme. Peut-être parce qu'on voit qu'avec Nvidia, les marchés ne pourront plus jamais baisser. Le graphique que je vous montre à l'instant, c'est le graphique de Ipsomed. Ipsomed qui a publié de très bons chiffres et qui a réexpliqué plutôt aux investisseurs qu'ils allaient continuer à se concentrer sur leur cœur de métier, à savoir les stylos et les injecteurs. Très bien pris par le marché, vous voyez, spectaculaire semaine pour Ipsomed qui est quand même passé de 330 à 387 sur la semaine. Autre graphique qu'il faut regarder, pas beaucoup de nouvelles, si ce n'est quelques produits qui sortent, c'est Logitech. Vous voyez que depuis la publication des résultats il y a quelques semaines, des résultats qui n'étaient pas transcendantaux spécialement, il y a eu pas mal de changements au niveau du management ces derniers temps et il semblerait que les actionnaires ont l'air plutôt contents de ce qui est en train de se passer, ou en tout cas parient sur le fait que cette restructuration va apporter des choses positives. Et puis quand vous cherchez un petit peu sur internet, vous verrez qu'il y a pas mal de choses qui sortent chez Logitech qui sont alliées à l'intelligence artificielle, mais en tout cas il y a des gens qui achètent derrière. Alors pour quelles raisons? Pour toutes les raisons que je viens de vous citer, mais on a l'impression qu'il y en a qui sont plus au courant que les autres, ou en tout cas qui jouent quelque chose de plus sexy sur Logitech à surveiller, parce que les 3-4 semaines qu'on vient de vivre quand même sont assez impressionnantes, puisque si on regarde la performance brute depuis la publication des résultats, eh bien le titre a quand même pris 23% et on parle depuis le 29 avril, donc c'est quand même assez impressionnant sur un mois. Julius Baer a publié ses chiffres cette semaine, grosso modo c'était plutôt pas mal. On a vu que la masse sous gestion avait surtout augmenté à cause des effets de change, et dans le cours de la semaine on a eu plusieurs analystes qui ont upgradé le titre en estimant qu'il y avait une amélioration de la marge brute. Tout le monde s'est remis sur buy, l'analyse de l'UBS était plutôt positive. Le seul point entre guillemets noir, c'est que l'afflux d'argent frais est relativement faible, et c'est la question que tout le monde se pose, mais néanmoins il faudra saluer quand même le fait que les résultats étaient plutôt pas mal et que les analystes, pour ce que ça vaut, c'est les mêmes qui essaient de déterminer quand c'est qu'on baissera les taux, eh bien sont tous plutôt passés ou restés sur buy, donc pas mal de soutien du côté de Julius Baer. Alors vous voyez Julius Baer, le graphique est assez spectaculaire, donc la publication des chiffres, les upgrades ont fait quand même que eh bien, on est revenu de très loin. Donc ce grand candlestick vert, c'est évidemment la publication des chiffres. Et vous voyez que sur la semaine, on passe quand même de niveau relativement bas, au-dessus des 51,75 à quasiment 56 francs suisses. Et puis là, on est en train de croiser nos moyennes mobiles, donc c'est plutôt positif. Il va juste falloir, comme on vient de le préciser, que Julius Baer trouve un moyen d'améliorer l'entrée d'argent frais. Et puis sur Julius Baer toujours, on notera que durant la nuit de vendredi à samedi, donc la nuit dernière, on a commencé à voir apparaître des articles comme quoi potentiellement, eh bien, Julius Baer se préparerait à faire un takeover sur EFG Bank en Suisse également. Donc pour l'instant, c'est préparation, mais c'est assez rigolo parce qu'il y a quelques années en arrière, eh bien, on nous disait oui, de toute façon, on ne sait jamais l'information avant, et là, de plus en plus, l'information sort dans les journaux 2 semaines avant et est confirmée plus tard. Donc voilà, a priori, avec des guillemets et du conditionnel et du rumeur dans le thème, eh bien Julius Baer pourrait faire le takeover sur EFG. Vous voyez le titre EFG ces dernières semaines. Il y a eu des résultats, je crois, qui ont été publiés entre deux. Donc bon, on revient de 10, on est monté à 12,24. De là à dire qu'il y en a qui sont au courant de quelque chose, c'est une autre histoire. Je ne m'avancerai pas là-dedans, mais néanmoins, en tous les cas, depuis vendredi soir dans les journaux, on parle du fait que cette banque-là pourrait être absorbée par la banque privée zurichoise. Cette semaine, c'était Pentecôte, lundi, donc la semaine était raccourcie, il n'y a pas eu des montagnes de news. On a vu des mouvements sur certains titres comme Nestlé ou comme Roche, mais qui étaient plus des prises de profit par rapport à la semaine dernière, pas forcément des annonces spécifiques, donc il s'est pas passé grand chose. Il y a un truc qui m'a un peu attiré l'œil, c'est une boîte qui s'appelle Curatis Therapeutics. Grosso modo, c'est coté depuis fin avril suite à la fusion inversée avec Kinarus, et ils ont annoncé la semaine dernière qu'ils ont embauché un directeur financier qui s'appelle Patrick Ramsauer.
Alors je ne connais pas Patrick Ramsauer personnellement, bien sûr, mais je ne connais pas du tout d'ailleurs, mais en l'occurrence, il a été embauché chez Curatis Therapeutics et le titre a perdu 8,3%. J'espère que ça n'a rien à voir avec son engagement, parce que si c'est le cas, c'est toujours un tout petit peu embêtant quand vous rentrez dans une boîte et que le fait que vous arriviez dans la boîte, le titre perde 8,3% sur l'annonce. Ça, c'est le titre depuis le mois d'avril. Ça a été plus ou moins sorti à 11, 12 après la fusion inversée. C'est monté à 18 et ça vaut 7,20. Donc si vous pensez que Patrick Ramsauer est un bon CFO, eh bien c'est l'occasion ou jamais de revenir dessus. C'est une plaisanterie bien sûr, mais en tous les cas c'était assez rigolo de voir ça. On notera encore que Stadler Rail a signé un contrat avec les CFF et qui sont ex-dividendes, que Valiant était ex-dividende également, ainsi que Partners Group. Donc si vous voyez des mouvements inhabituels sur ces titres-là, ce sont pour ces raisons-là. Voilà, la semaine était donc courte. Malgré tout, j'ai réussi à caser je sais pas combien de minutes de vidéo. Après ce que je vois là, j'ai dû couper quand même beaucoup de trucs. La semaine prochaine, on va parler chiffres économiques de nouveau, puisqu'il y aura des CPI, des GDP dans tous les sens, surtout le GDP, enfin le PIB américain, il y aura surtout le CPI en Europe et en Allemagne, entre autres, et puis il y aura bien évidemment notre bien-aimé PCE, ce qui nous donnera l'occasion de reparler inflation, baisse de taux, histoire de savoir si on peut se faire des nouvelles projections, après celles qu'on a gardées en tête depuis vendredi 17h et qui devraient déjà avoir changé d'ici lundi matin 9h15. Enfin bref, tout ça pour vous dire qu'on va reparler inflation, on va reparler macroéconomie bien sûr, et puis les marchés sont quasiment au plus haut de tous les temps. Vous avez vu que les marchés européens sont un peu fatigués, que les marchés américains ne montent principalement que grâce à une chose, Nvidia et à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça peut durer? On n'en sait rien. Pour l'instant, on va juste profiter de surfer la vague et aller avec la tendance, puisque, comme on le dit toujours, la tendance est ton amie, jusqu'à qu'elle ne le soit plus. Voilà, je vous souhaite donc un très bon week-end. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français, à liker cette vidéo, à commenter cette vidéo si le cœur vous en dit, et puis à revenir lundi matin, bon pied, bon oeil, d'ici 9h30 à peu près, pour un nouveau Morning Bull Live. Bye bye, merci d'avoir été là.